Bonjour Julien Terry. Merci pour ton émission de réflexion prospective sur la symbologie de la question de l'officialité de la mémoire. C'est un travail intellectuellement, éducativement, professoralement nécessaire, tout à fait. Et c'est dans la complémentarité à ton initiative que j'estime en pâte et professionnalisante que je voudrais te proposer ces quelques réflexions, observations. Premièrement, euh, je ne suis pas naïf de certaines hypothèses concernant les sélections très précises des ouvrages très cités dans leur retenue sélective finale, qui pourrait en être tout à fait d'autres. Je crois tout à fait en tes compétences d'historien plus que abouti et de l'échelle de leur envergure. Et donc, vois-tu, j'entends parfaitement le fil sur lequel tu sembles vouloir travailler. Et c'est dans ce souci de cette restitution intégrale des détails les plus susceptiblement euh, euh, probablement véritablement utiles à la compréhension collective que j'œuvre ici. Euh, La première chose que j'observe par rapport au sujet que vous évoquez, c'est la nécessité de distinguer une erreur que pour moi vous faites. La question des statuts dans le rapport, par exemple, à votre citation du général Federbe, référent à l'ère Saint-Louis, etc. Voyez-vous, pour moi, ce qui est particulièrement révélateur dans le sujet, c'est pas la question du mémorable. Parce que de toute façon, historiquement, sociopolitiquement, sociétalement, je pense qu'il est absolument impératif de garder l'encyclopédisme comme source des réels progrès de l'équité des droits face à l'arbitraire absolutiste et donc en substance au tyrannisme, hein, à l'arbitraire royal de droit divin. Parce que tout cela s'est passé par la promulgation des supports de travail, des idées qui a été bien évidemment à l'imprimerie, mais surtout le bouillonnement productif des salons, chambres, cercles d'échange qui ont finalement institutionnalisé le Parlement. Euh, donc dans ce rapport à la figure de la mémoire, pour moi, ce qui est prépondérant dans votre sujet, ce n'est pas le mémorable. Ça, je pense que vous faites une erreur d'analyse surextrapolative et donc essentialiste et donc risque elle-même de reproduire à son propre insu une forme d'arbitraire, d'une volonté d'arbitrage d'une discipline que la mémoire, hein, votre fameux rôle de l'historien roi, et donc toute la légitimité de votre émission, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense que sur l'analyse, c'est là où il y a peut-être quelque chose à faire un petit peu plus subtilement. Pour moi, c'est plus la question de l'emprise psychocognitive, de la monumentalité de la figuration. Pourquoi? Parce que en sous-texte, c'est la question pour les populations qui du coup refusent et expriment leur refoulement de ce symbole en tant qu'autoritarisme, hein, qu'autoritarisme structurant, hein, puisque le statuaire en fait, la véritable question sous-jacente, particulièrement pour nous en français, c'est œuvrer à l'édifice, à l'édificialisation de la mémoire. C'est-à-dire vraiment, comme vous continuez de le développer justement dans l'émission, à son autoritarisme violent. Parce que la systémique de ce qui se passe dans la confrontation par rapport au monument, c'est cette diversion du rapport d'échelle de l'existence des corps, hein, tyrannie en prise sur les corps, et donc face à une statuaire disproportionnellement échelonnée, élevée à l'effet de monumentalité, hein, plastiquement, hein, sculpturalement, c'est cette relation-là qui devient le cristallisoire des revendications populaires d'émancipation
en ce qu'elle, du coup, exprime symboliquement, mais aussi psychosystémiquement, inconsciemment, ce rapport d'écrasement, en fait, de la diversité mémorielle inhérente à la vie dans l'arbitraire autoritariste, tyrannique, d'imposition du narratif officiel, évidemment. Et donc, pour moi, la vraie question de tout ça, puisque vous l'articulez très justement avec la personnification macronienne de la définition des politiques mémorielles, je voudrais citer Benoît de Lépine dans le sketch qu'il avait fait sur Macron, un homme de synthèse, mais dans toute la polysémie, la polysignifiance, hein, la paradoxalité du terme, c'est-à-dire de synthèse aussi au sens cyborgien du terme. Parce que cette relation en fait d'écrasement par le monumental, mais aussi par l'inerte, hein, par le statuaire inerte, hein, c'est-à-dire éternel, mais surtout granitique, hein, inerte, perdurant, hein, performant la durance, hein, la durabilité dans le temps, c'est là pour moi la vraie critique de l'emprise. C'est-à-dire en substance, ce qui est profondément critiqué et rejeté, c'est la mortification, l'intransigeance d'une officialité trop strictement réduite. Et donc, à ce moment-là, se faisant du coup extension du symbole oppressif d'aporie, aliénatoire, limitant, euh, euh, exploitationnellement séquestrateur, tyrannique, dans le sens vraiment d'emprise aliénatoire du terme. Puisque, effectivement, c'est la fulgurance des spontanéités, des idées, des légitimités d'être au monde à ce moment-là qui anime véritablement ces animosités, hein, dans cette relation à ce qu'elle devient le réceptacle projectif de ces souffrances et de la violence de leur expression. Et donc la question de l'instrumentalisation de ces figures symboliques, de cette symbologie-là, dans ce rapport-là, à mon avis, c'est celui-là. C'est-à-dire c'est celui de l'imposition aux vivants d'une monumentalité narrative dont la véritable angoisse existentielle aujourd'hui, pour moi, c'est pas le problème de la nostalgie, c'est le problème de l'angoisse des populations ressentie dans la modernisation des outils technologiques, de l'intrusivité, de la capacité encore plus que d'influence d'emprise sur les perceptions, parce que c'est aussi ce que nous susurre le terme de monument. Hein. Les mots nus mentent. Et on entend aussi le rôle des phases aqueuses des systèmes physiologiques. Et dans la question de la cyborgisation, ce n'est absolument pas anodin. Hein. Ce n'est absolument pas anodin parce que il s'agit en réalité plus précisément de l'hypothèse de la menace du débit descendant dans la possibilité des téléimpressions cyber-augmentées des flux perceptuels sur les corps des populations par des émetteurs technologiques. Et ce n'est absolument pas une question anodine à notre époque. Malheureusement, par la capture et l'organisation de la tenue au silence des possibilités, des avancées physiques civiles souveraines sur les questions, ces sujets sont interdits. Et parce qu'ils sont interdits, parce que même pas véritablement en réalité classés secret défense, hein, c'est juste l'organisation de juste leur carence, leur impossibilisation prospective efficace, dotée en moyens justement qui permettrait de développer justement les outils de meilleure maîtrise de ces questions relatives à l'avènement de ces menaces technologiques potentielles, qui est le véritable problème. Et ce n'est pas pour autant que si ce progrès physique-là peut exister, il ne soit pas employé, lui, par contre, secrétivement. Et ce sont des questions qu'on se pose autour des phénoménologies, des zombifications combinatoires multiples, dont l'outil cyber augmenté d'emprise perceptuelle, hein, dans la génération des fanatismes miliciens instrumentaux, dans
les angles de ce qui constitue les stratégies de guerre moderne par proxy. Donc ces sujets ne sont pas uniquement figuratifs au sens processoral strictement analytique historien du terme. Ils ont des résonances corporelles, à mon avis, bien plus nécessitairement à évoquer et inclure dans vos réflexions prospectives sur ces aspects, parce que c'est aussi dans les pays où la vigilance médiatique peut être un petit peu moindre culturellement et matériellement que la question des laboratoires clandestins de viol de la bioéthique en dehors de tout cadre international, professionnel, sécuritaire, bon bref, vous avez compris, qu'ils peuvent en être faciliter l'opérabilité. Hein, ça fait partie des questions qui entourent le sujet ukrainien, par exemple. Et donc, il y a ce moment où en fait, ça ne peut pas être la guerre, ça ne peut pas être que la guerre des légitimités des narratifs, parce que cette façon de traiter la question dans l'intégralité de son étendue, à ce moment-là, n'est pas assurée. Et donc, il me semble que c'est cette limite elle-même qui reste un vecteur de non-résolution, parce qu'il cette limite-là permet, elle, par-dessous, par autour, par à côté, la perdurance des phénomènes d'hyperpolarisation, de l'antagonisation des positions, et non leur résolution, leur sublimation, leur convergence, leur complémentarité, et entretient donc ces tensions encore plus qu'interethniques à ce moment-là, interclanistes. Ce qui donc, par définition, psycho-politico-sociétalement, s'oppose donc à la coexistence nationale. Donc, le problème n'est pas le nationalisme en soi, le problème c'est l'autoritarisme de la figure unique de représentation dans l'officialité autoritariste, dans l'officialité tyranniste, tyranniquement identitatoire, hein, devrait-on oser dire, parce que c'est ce qui permet l'induction de la tonalité psychocomportementale des êtres humains au ressentimentalisme de nécessité de résistance. C'est donc en soi induire l'état d'animosité pour ce qui est de sa dimension psycho-comportementale, hein, donc dans des géopolitiques de déstabilisation évidemment combinatoires aux dimensions économiques, matérielles, de subsistance, de permissivité politique, d'expression, processorante à la constitution démocratique des partis, etc., du jeu politique. Mais dans cet angle-là, c'est vraiment la dimension inductivo-psychocomportementale, c'est-à-dire d'être contraint au ressentiment d'insurrection. Puisque dans le stimulateur, évidemment, du réflexe primal corporel de survie, de l'intégrité physique première de l'individu, de l'existence même de sa physiologie propre, individuée. Et donc, ces questions ne me semblent absolument pas secondaires ou relégable à une sous-traitance de la question historique de ce que vous évoquez dans le rapport à la figuration statuaire monumentale de l'officialité du passé. En plus, par rapport au problème de la personnification politique de la figure de Macron pour la détermination de ces politiques-là, il se trouve que factuellement, il y a aussi la question des alertes sur le profil sociopathique d'Emmanuel Macron formulé par nombre d'acteurs, hein, dont j'ai été personnellement, même si ça va pas forcément me faciliter les choses, vous imaginez. Il se trouve que c'est mon analyse personnelle,
parce que on avait débusqué en fait ces signes potentiellement révélateurs d'une incapacité personnelle chez lui à résister justement de manière souveraine pour ce qui lui est propre déjà individuellement et donc forcément extensivement au moment de l'exercice du mandat auquel il risquait d'avoir accès et donc de la nature de son exercice à justement la reproduction des violences faites sur les corps. Puisque par définition, la sociopathie étant un stade aggravé en fait de la psychopathie, précisément, ce qui est attaqué par ces syndromes, hein, par la paroxystisation de ces dynamiques comportementales syndromiques, c'est une réduction, une dégradation de la faculté d'empathie. Or, c'est bien dans la capacité d'empathie, la possibilité du mimétisme projectif et réciprocisant qui entretient en fait la nécessité d'une spontanéité de s'opposer aussi bien de par sa personne que de par son action politique lors de l'exercice de mandats de responsabilité publique et collective à la paroxystisation en fait de la violence systémique et d'une intensification d'une endogamie de l'intensité de la violence collective. Donc il me semble que ce sont les véritables angles nécessaires à l'époque pour ce qui est de la souveraineté des populations civiles de pouvoir être dignement adéquatement traités dans ces thèmes, dans ces sujets, dans ces domaines. Parce que elles sont l'enjeu technologique actuel. Elles le sont. La figure de Macron est celle qui détruit l'hôpital public. Celle qui viole les conventions de Genève sur le rapport au corps des populations souveraines par le chantage sanitaire de l'obligation vaccinale. Hein, c'est-à-dire que le véritable problème de l'obligation vaccinale, c'est précisément le viol du principe du consentement libre et éclairé, c'est-à-dire du libre choix parmi les alternatives médicales souverainement disponibles. C'est ça le vrai sujet. Donc, c'est à ce niveau d'emprise pré-perceptuelle des figures de l'histoire, c'est à ce niveau de l'interaction véritable des corps et des physiologies réceptacles des questions mémorielles que le sujet se pose aujourd'hui pour moi. Pourquoi ? Parce que on voit la pullulation des affaires criminelles, d'états de dissociation survenant, d'états de psychose permettant en fait, parce que pour eux, à la perpétration d'actes de barbarie, et que les diagnostics des chronologies de la survention de ces épisodes, elle, est interdite à la population. Donc, en substance, lui interdit de se prémunir de la capacité, de la légitimité de traiter le sujet et de se doter d'une veille et donc d'une faculté supplémentaire d'attention et pas de surveillance, que le sécuritaire est pas une thématique qui m'enchante énormément, mais de réactivité dans les prémices en fait d'un tel comportement pour justement en empêcher la survention. Sans rentrer dans des délires à la Minority Report, on voit bien que c'est parce que ces pôles de recherche ne peuvent pas exister et en doter les sociétés civiles dans ces multiples aspects, ces multiples domaines, que ces menaces-là ont ce tel pouvoir anxiogène. Et donc, favorisent en fait par leur absence les effets justement exploitables géostratégiquement de déstabilisation des processus d'amélioration des équilibres des formes de pouvoir et des équilibres sociétaux, et donc nourrissent ces paroxystisations de la violence dans des objectifs, à mon avis, instrumentaux. Merci.